Comme dans un rêve, a écrit Philippe Eliès au sujet de Johan Richomme, vainqueur de la deuxième étape de la solitaire entre Cowes et Paimpol. De ces rêves, on va en parler un petit peu en compagnie de notre invité, Armel Lecléache, qui est aussi le parrain de la Cité de la Voile, où vous êtes évidemment les bienvenus tout au long de cet été. On parlera avec Armel, comme d'habitude, je dirais depuis quelques temps, de Transat, de Vendée Globe, de son actualité qui sera très très forte. On lui souhaitera de bonnes vacances parce qu'il en aura bien besoin. Je m'en vais vite le rejoindre avec mon camarade Gilbert Dréan pour la dernière de la saison du Café de la Marine. Salut à tous, bienvenue dans cette Cité de la Voile où on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, salut pour cette dernière de la saison du Café de la Marine. Bienvenue à Lorient-la-Base, bienvenue à la Cité de la Voile, bienvenue au Café de la Marine du Télégramme, bienvenue à notre brillant invité de la dernière saison, Gilbert. Eh bien, Tu c'est te Armel souviens? Lecléache, Voilà. oui. L'an passé, c'était toi qui étais notre invité de dernière saison. Oui, ça Hein? c'était la surprise. Et du on a chef. le bonheur et l'amitié qui viennent souvent. On a le bonheur d'avoir Armel Lecléache. Salut Armel. Bonsoir. Alors Armel, tu sais que l'actu, un petit peu l'expo importante de la Cité de la Voile, c'est ton corps super-héros. Dans quel état il est, ton corps super-héros, après 3 mois de navigation intense? Il est un peu fatigué. Justement, là, les vacances approchent, donc ça va faire du bien. Et surtout qu'on a quelque chose d'important en fin d'année. Donc, le début de saison a été assez chargé. On a eu 3 mois, comme tu dis, compliqués, très enrichissants, avec 2 transatlantiques, On va y revenir. beaucoup d'entraînement et pas mal de sollicitations aussi, parce que, mine de rien, le Vendée Globe approche à grands pas. Alors justement, Armel, tu as évoqué ces 2 transats et tu as remporté la première, la transat anglaise. C'était ta première transat en solo sur ce nouveau bateau. C'était aussi ta première grande victoire en IMOCA, parce que tu dis j'en avais tellement marre des deuxièmes places qu'il fallait aller la chercher, cette victoire. Le fait que ce soit dans une transat aussi mythique, est-ce que c'est la cerise sur le gâteau? Oui, c'est un rêve qui se réalise de gagner la transat anglaise. Moi, j'avais revu récemment, avant de partir, un peu par hasard, le film documentaire sur Rick Tabarly. Et c'est sûr que cette course, elle est assez mythique par son parcours, par son histoire. Et j'avais vraiment à cœur de bien faire cette épreuve. On avait bien préparé ça avec le team Banque Populaire. On avait travaillé justement pour être prêt, parce que le timing était assez court cette année, entre la mise à l'eau du bateau l'année dernière, la Transat Jacques Vabre, les travaux qu'on a fait cet hiver. Il a fallu enchaîner rapidement et être à l'eau mi-mars pour être rapidement au départ à Plymouth. Mais j'étais dans la tête vraiment bien. Et puis pendant la course, tout s'est vraiment bien passé. Ça n'a pas été simple. Il y a eu une belle bagarre avec Vincent Rioux. Ouais, tu disais que 10 heures sans manœuvrer, sans virer de bord et tout, c'était du repos sur cette C'était une transat. course où il y avait beaucoup de transitions et peu de répit, comme dit Jimmy, quoi. Voilà. Ouais, c'est une course où en fait on va contre les phénomènes météo. C'est-à-dire qu'on on va à une vitesse de déplacement qui est assez rapide. On va à l'encontre des fronts, on traverse rapidement la dépression. Derrière, on enchaîne avec une dorsale. Quand on a fait la transat de retour, finalement, on suit une dépression pendant quasiment 4-5 jours. Et donc, les bords sont beaucoup plus longs. On a le temps de se régler, de gérer la vitesse. Là, en une dizaine d'heures, tout change. Il faut vite changer de voile, changer de bord. Et sur un IMOCA, c'est pas simple. Physiquement, c'est engagé. Mais c'était vraiment un bon test, justement, pour moi, en vue du Vendée Globe, de reprendre comme ça fait un petit moment que j'avais pas navigué en solitaire, comme tu dis, Gilbert. Ça faisait près de mon dernière course en solitaire, c'était le Vendée Globe. Donc ça faisait 4 ans. Tu n'avais pas fait un Figaro dans la foulée? Ouais, mais c'était en Figaro. Après, j'ai fait de l'ultime. Mais voilà, de retrouver ces marques sur un monocoque de 18 mètres de long. Il y a beaucoup de matossage, gérer les ballasts, gérer les changements de voile, ça prend du temps. Et l'enchaînement a été assez intéressant pour moi parce qu'il y a eu toutes les conditions, du près, du portant, du vent de travers. Il n'a pas fait très chaud, c'est très humide. Donc un peu finalement, c'est passé l'ambiance très du vite. Vendée, Voilà, exactement. Alors justement, tu as évoqué Vincent Rioux qui a terminé 2e de cette transat et tu as devancé en fait 3 clients du prochain Vendée. Il y avait Sébastien Josse aussi qui était là, il y avait Jean-Pierre Dick et Vincent Rioux. C'était important psychologiquement de montrer que le binôme Armel Lecléache, Banque Pop 8, il est vraiment bien au point et déjà affûté.
Ouais, je crois que c'était important pour moi, toute l'équipe, de montrer que les travaux qu'on a fait cet hiver, la préparation depuis maintenant 2 ans, commence à porter ses fruits. On sait qu'on a vraiment un objectif élevé, on a montré nos ambitions, on ne les cache pas, et pour ça, il fallait, dès le début de saison, montrer qu'on était prêt. Et c'était vraiment très content d'avoir gagné cette course, mais aussi de voir que le bateau à l'arrivée était en bon état, que les travaux faits cet hiver étaient efficaces. Maintenant, on a encore un petit peu de détails à régler, mais on a franchi un grand pas en avant en vue du Vendée Globe. Et alors, il y a eu quoi? Il y a eu 10 jours entre l'arrivée de la Transat anglaise et le départ de New York-Vendée. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 jours? Tu as profité de New York? Ouais, alors ça a été court, hein, à peine moins de 2 semaines. Je suis rentré rapidement chez moi pour revoir un petit peu les enfants et la famille, parce que ça faisait mine de rien plus d'un mois qu'on était parti, parce qu'il a fallu aller d'abord à Saint-Malo, puis ensuite à Plymouth pour The Transat. Et derrière, oui, je suis retourné à New York, il y avait la remise des prix, et puis enchaîné avec la semaine de préparation de la Transat Retour. Oui, j'ai profité un peu de New York quand même, c'est quand même une ville il y a de belles extraordinaire. photos d'ailleurs sur le site. Voilà, on a navigué aussi avec le bateau, c'est un endroit quand même assez magique. Et derrière, il a fallu vite se reconcentrer sur la course, parce qu'il y avait un plateau exceptionnel avec une course bien différente de la Transat Allée. Alors justement, malheureusement, cette course, elle a été écourtée pour toi à cause d'une mauvaise rencontre avec un OFNI qui t'a contraint à l'abandon. Donc tu es rentré en équipage réduit, mais un convoyage quand même express. Donc Armel, on est maintenant. Quelles sont un peu les leçons de ces 2 transats? Parce que tu disais tout à l'heure, justement, à l'issue de la Transat anglaise, j'ai vraiment tiré sur le bateau, je suis en confiance et les voyants sont ouverts. C'était vraiment complet, les 2 transats, à la fois l'aller où on avait beaucoup de vent de travers, du près, de la mer, ça tapait beaucoup, le bateau était vraiment soumis à rude épreuve, et moi aussi. Et le retour, même si on est reparti effectivement à 3 avec deux gars mon équipe, c'était très intéressant parce qu'on a fait beaucoup de portants. On est parti les derniers rescapés de Newport, et on a rattrapé assez rapidement nos petits camarades. Et on a fait un petit peu jeu égal avec eux. Enfin, en tout cas, on était pas très loin d'eux pendant plusieurs jours. Donc, on a pu aussi se comparer en vitesse. On a eu des conditions de vent portant. On a eu jusqu'à 45 nœuds avec de la mer. Donc, on a aussi navigué dans des conditions finalement avec des voiles qu'on a peu l'habitude d'essayer, ou des configurations de voiles avec 2 ris, 3 ris au portant. Sans foil. Et sans foil, voilà, sur un long bord. Sans foil. Et le bateau marchait bien, je crois. Marchait même très bien. Ouais, c'était intéressant justement de voir le potentiel du bateau sans foil ou foil relevé, l'équivalent. Et c'est vrai qu'on a vu que la carène, mine de rien, les nouvelles carènes qu'on a dessinées avec les architectes sont des carènes puissantes, rapides. Et que quand les conditions seront peut-être difficiles dans les mers du Sud, même en relevant le foil, ou si on a un problème avec le foil, on pourra aller vite. Si, parce que j'imagine ta déception, quoi. Je veux dire, tu pètes la Transat, que ta Barley a pété avant toi, et puis la nuit même du départ, paf, c'est mauvais pour le moral, quoi, tu vois. Dans quel état es-tu à ce moment-là? Tu te dis, flûte, c'est des bateaux quand même malgré tout un peu fragiles, des bateaux auxquels il faut faire attention, et puis la fatalité est là, quoi, quand on est en mer. Parce que c'est quoi, toi aussi, t'as tapé une baleine? Dis-moi la vérité. Non, on n'a pas tapé. Enfin, pour moi, on n'a pas tapé de baleine. En fait, on a. Chalot. Non, des gros poissons lunes a priori. Ce qu'ils appellent des mola mola. Voilà, ça fait quasiment 2-3 mètres de diamètre. Ça peut peser jusqu'à 1 tonne. Je pense qu'on a traversé en fait un banc et on est au moment où quasiment en même temps que Jean-Pierre a tapé, moi j'ai tapé. Morgan venait taper un quart d'heure avant. Ouais, c'est beaucoup de regrets parce que oui, il aurait peut-être fallu à ce moment-là savoir relever le foil, peut-être ralentir. C'est difficile parce qu'on était tous à vue quasiment. Moi, j'étais bien remonté, j'ai pris un départ un peu moyen. Enfin, et puis j'étais revenu en 3e position. J'étais plus très loin de Sébastien et de Vincent. Donc c'est vrai qu'il y a la déception de se dire qu'on ne va pas être dans le match pour cette transat qui était intéressante, de se comparer aussi surtout avec les autres. Oui, mais voilà, encore plus étoffé là. Et voilà, exactement. Il y avait, pour moi, tous les favoris du Vendée Globe étaient là. Le vainqueur du futur Vendée Globe était au départ à Newport, ça c'est sûr. Enfin, New York, ça c'est sûr. Mais voilà, il fallait préserver le bateau, rentrer à Newport pour déjà remettre le foil dans le bon sens, réparer la voie d'eau, et puis rentrer aussi de façon en toute sécurité pour être fin prêt au départ du Vendée Globe. Justement, tu as 17 000 milles déjà, je crois, au compteur. Et est-ce qu'il y a des optimisations prévues là, dans les semaines à venir? Une G4, une génération 4 non, sur les foils? Ah non, la V3. La V3, voilà, ouais. En fait, on a fait la V1 donc l'année dernière, des foils avec lesquels j'ai finalement fait toutes mes courses. On la voit derrière. Voilà. Ouais.
On avait fait une V2 cet hiver. Malheureusement, à l'entraînement à Port-la-Forêt, lors d'un stage, on a cassé un des foils. Alors, problème peut-être de structure. En tout cas, on n'a pas voulu prendre de risques sur les 2 transats et partir justement avec les foils de l'année dernière qui avaient été éprouvés sur la Transat Jacques Vabre et qui avaient été justement testés et validés. Et donc on a décidé, suite à la fois cette casse, mais aussi ce qu'on a pu voir en tapant malheureusement un poisson, on a pu modifier un petit peu la structure de nos foils et faire une version qui sera, on l'espère, encore plus solide et efficace pour le Vendée Globe. Donc cette version de foil sera mise en place pour la remise à l'eau du bateau au mois d'août. C'est solidité qui est le mot important et fiabilité pour la prochaine paire de foils. Oui, exactement. On a vu que maintenant les foils fonctionnaient. En tout cas, on l'a prouvé sur l'eau. Les 2 dernières grandes courses ont été gagnées par des foilers. Et nous, on est persuadés que c'est la bonne voie. Maintenant, il faut que ce soit fiable, il faut que ça marche. On sait que pour gagner le Vendée Globe, il faut d'abord finir et que tous les gros problèmes, il faut les éviter. Donc oui, comme c'est tellement nouveau les foils sur nos bateaux, ça fait presque 1 an seulement qu'on navigue avec ces foils, il faut rester dans la fiabilité. C'est nouveau, pardon Jimmy, c'est nouveau, mais est-ce que tu as le sentiment justement que les foilers ont un peu pris l'ascendant sur les classiques, disons, à dérive droite? Parce que Sébastien Josse disait avant le début de la course, si un foiler gagne à New York, c'est-à-dire la Transat anglaise, comme tu l'as fait, la messe sera dite. Alors est-ce qu'on peut être aussi catégorique? Non, moi je ne serais pas aussi catégorique. Je crois que c'est sûr qu'on a fait un pas en avant en termes de fiabilité. Déjà, tous les bateaux à foil, à part ceux qui ont tapé des poissons, ont fini et bien fini. Sur les 3 premiers, c'était des foilers sur la Transat Retour. Maintenant, je crois qu'il faut penser notamment à Vincent Rioux ou Paul Meillat. C'est des bateaux très performants qui ont eu des histoires différentes. Je crois que Vincent a eu pas mal de pépins à l'aller. Au retour, il a aussi son lot de soucis. Là, je pense qu'il n'a pas réussi à se mêler à la bagarre comme il le souhaitait. Donc moi, je vraiment surveiller Vincent sur le Vendée Globe. Je pense qu'il fait vraiment partie des grands favoris. Et il y aura sûrement des surprises. Maintenant, c'est vrai qu'avec nos foils, on est plutôt confiant avec les derniers résultats qu'il y a eu. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un foil, revenez à nos émissions précédentes parce que on en a beaucoup parlé. Ça a été Gilbert, récurrent. en attendant, le 11 novembre, c'est ça, c'est pas le 11, le 6 Le novembre, le 6 novembre, oui. on ne sait pas qui va gagner ce Vendée Globe parce que sur les 4 dernières épreuves, ça a été 4 vainqueurs différents. C'est vrai que c'était très ouvert, comme tu as dit, il y avait 4 vainqueurs différents, mais on peut penser, et bon, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec nous, qu'Armel a quand même un peu la pancarte à cause de ses 2 deuxièmes places, à cause de son expérience, en raison aussi de la rigueur de son équipe. On voit que son bureau d'études continue à travailler. Alors, comment tu vis ça? Et toi, quel est ton regard sur la concurrence? Qui tu redoutes le plus? Bah oui, je fais partie des favoris et je m'en cache pas. Je crois que c'était déjà un petit peu le cas il y a 4 ans, mais c'est vrai que depuis, en ayant gagné déjà The Transat, en ayant navigué en ultime et le fait que François soit pas là cette année, j'ai cette pancarte qui fait 2 fois second du 2 fois Vendée Globe, second. hein, Voilà, c'est sûr que la pancarte elle est bien autour du cou. Mais je ne suis pas le seul. Pour moi, je mettrais 5 favoris aujourd'hui sur la table. Il y a bien sûr Vincent Rioux, qui a déjà gagné le Vendée Globe, qui avait tout gagné l'année dernière. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il a eu quelques problèmes sur les 2 courses, mais je pense qu'il a vraiment envie de bien faire sur ce Vendée Globe. Il y a Sébastien Josse qui est dans la même dynamique que nous avec Banque Populaire. Il a une super équipe, un très bon bateau. Il monte en puissance et je crois qu'il a vraiment envie de bien faire sur ce Vendée Globe. Il a eu un mauvais souvenir il y a 8 ans. Et puis derrière, il y a des surprises, en tout cas des projets qui étaient peut-être un petit peu en retard au début d'année ou qui avaient pris certains risques. Et je pense notamment à Jérémy qui a fait le pari de mettre des foils sur mon ancien bateau et qui a gagné la Transat Retour, qui était quand même un bon test. Avec brio et par moments avec des bonnes vitesses. Et lui aussi, comme toi, qui gagne après 10 ans dans la série des IMOCA. Ouais, exactement. Là, c'était de toute façon à 100% Ben Morlaix encore. Donc voilà, donc c'est. On y revient. On y revient, mais dès qu'il y en a un qui gagne, il faut tout de suite que les autres gagnent. Mais non, c'était voilà. Donc je mettrais aussi Jérémy maintenant dans les favoris. Et puis il y a Alex Thompson, mine de rien, qui avait qui était, je pense, vraiment en difficulté cet hiver. Ils ont quand même failli perdre le bateau. Et ils ont fait un gros chantier cet hiver. Moi, je pensais qu'ils allaient vraiment être en difficulté parce qu'ils étaient encore en train de bricoler à New York. Et finalement, il a quand même été très rapide. Il a mené la course. Il a eu quelques soucis. Mais il a prouvé qu'il était dans le match.
Bon, Carrément. combien de... Les vacances, ça y est, t'y es? Tu peux me dire un peu ce que tu vas faire pendant tes vacances, Armel? Combien de temps elles vont durer? Je vais me reposer, là je vais prendre un bon mois de vacances, voilà, profiter de la famille, de se ressourcer parce que l'après-vacances va être assez chargé. Dès la rentrée, enfin en tout cas dès mi-août, Et on la remet le rentrée, c'est bateau. quoi? C'est mi-août. Mi-août, voilà, moi je vais d'abord aller aux Jeux Olympiques, accompagner l'équipe de Génial, France ouais, de voile on en olympique parle. voilà, pendant 5-6 jours. Avec Banque Populaire, on va les soutenir, notamment pendant les medal races. On Et va les j'espère ramasser les ramener médailles. un maximum Ouais. de médailles. Et puis, une fois qu'on aura ramené les médailles, ben, moi je vais renaviguer. Ouais, exactement. À travailler. Parce que Gilbert aussi, Armel a un autre projet, un gros projet, quoi, qui Oui. est son Banque Populaire 100 en chantier. Voilà, c'est le multi. On imagine que bon, il est très pris par le Vendée, mais où en est ce projet? Et puis, est-ce que tu as le temps un petit peu de t'y consacrer? Bah, le projet avance bien, le bateau est en pleine construction, ça fait 6 mois qu'on a lancé la construction. Il en est où là actuellement alors? Alors la coque centrale est bien avancée, elle devrait être livrée fin août, donc ici à Lorient, chantier CDK qui construit le bateau. Elle est construite chez Green Marine en Angleterre. Les flotteurs sont construits à Port-la-Forêt, ainsi que les bras qui avancent bien aussi. Donc le début de l'assemblage finalement va commencer quand moi je vais partir au Vendée Globe. Donc, je dirais Parfait timing. voilà, et quand je reviens, normalement, le bateau, si tout se passe bien, il aura bien avancé, il aura pris forme pour une mise à l'eau en un peu plus d'1 an. Et voilà, moi, j'ai participé beaucoup, bien sûr, au développement du bateau, au choix. Pendant tout l'hiver, depuis presque 1 an, on travaille avec toute l'équipe, le bureau d'études, les architectes, VPLP. Mais c'est vrai que depuis maintenant la remise à l'eau du bateau, du monocoque, au mois de mars, au printemps, finalement, j'ai vraiment un peu laissé et occupé. délégué tout ça au bureau d'études, notamment géré par Kevin Escoffier. Et il maîtrise ça sur le bout des doigts. Et moi, je suis vraiment maintenant dans la tête à 100% sur le Vendée Globe. Donc, j'ai un peu mis de côté ce projet, même si, bien sûr, ils me tiennent au courant et je vois comment ça avance. Mais voilà, maintenant, le Vendée Globe est complètement dans la tête. Ouais. On vous le disait tout à l'heure, hein, Johan Richaud a fait un coup double sur la C'est solitaire Bompard du Figaro. Gilbert, on en est à mi-parcours. Voilà, et effectivement, Johan Richomme, c'est le deuxième skipper de l'écurie Massif et il s'est emparé de la pole position, comme tu dis, en remportant cette étape. Et il a pris la tête du général devant son coéquipier Charlie Dalin, qui est à 30 minutes et qui était un peu le grand favori. Et puis devant Erwan Tabarly, que Armel bien sûr connaît bien. Et Erwan, lui, avait remporté la première étape à Coves, mais il est quand même qu'à 1h03. Alors opportuniste, offensif, en réussite aussi. Ouais, brillant, Johan Richomme, ouais. vraiment, qui allait au bout de lui-même, il impressionne. Mais bon, Jimmy, comme tu l'as dit, on est à mi-parcours. Les dés ne sont pas encore jetés dans le Figaro. Il peut toujours se passer des choses. Mais moi, je crois qu'au-delà de la 5e place qui est occupée par Thierry Chabani, qui lui est à 1h48, sera difficile de rêver de victoire. Et puis, avant que Armel nous donne son sentiment, il faut aussi saluer le bon retour, parce que dans ce top 5, de Nicolas Lunven, qui après 2 années d'absence a repris la barre de Generali et qui lui a fait 2e de l'étape à Paimpol et qui est 4e au général à 1h22. Voilà, un beau Figaro. J'imagine que tu suis ça avec pas mal d'attention. Ouais, bah, je suis ça dès que les étapes sont lancées, quasiment heure par heure. En tout cas, T'es ouais, accro, bah, t'es accro, je suis ouais. accro. Ouais, là, bien sûr, sur la carto, maintenant, c'est une quasiment en drogue, hein. live. Et puis, notamment la première étape, effectivement, avec la victoire d'Erwan, j'ai été Qui a très, été longue. Non, qui était longue et ouais. puis compliquée. Jusqu'au bout, on a cru que ça allait se jouer un peu à la roulette russe avec l'arrivée à cause. Finalement, la direction de course a pris la bonne décision de réduire un petit peu le parcours et faire une arrivée correcte. Et c'est vrai que c'était super content pour Erwan parce que ça fait un moment qu'il court après une victoire d'étape. Il était bien lancé pour le général. C'est vrai que derrière, Johan, il a démontré sur sa 2e étape qu'il est dans le match. Et moi, j'aime vraiment sa façon de naviguer parce que, comme tu disais, Gilbert, il est opportuniste, il attaque. Oui, il reste pas dans tente le des paquet. coups tactiques. Voilà, il va vite comme Charlie, mais il sait de temps en temps sortir du lot, prendre des petites options comme il a fait avec Gilda le long des côtes anglaises. Oui. Et ça a marché, ça a payé. Et je crois qu'à un moment, pour gagner le Figaro, on peut rester dans le peloton et puis on peut gagner le Figaro au bout de 10 ans. Mais si on veut aller chercher une victoire, de temps en temps, il faut savoir sortir un peu du lot. Et il l'a bien fait. Donc il est bien lancé pour
pour cette solitaire qui va être maintenant, ça va être compliqué d'aller chercher parce qu'il reste 2 30 étapes. minutes, c'est beaucoup. Et qui sont Il plus reste que courtes. 2 étapes et finalement la dernière c'est un sprint. C'est 130, oui, c'est voilà, c'est 24 000. heures. Voilà. Donc on verra à quelle sauce ils vont être mangés en termes de météo pour la prochaine. Mais il est bien lancé en tout cas, Johan. Je pense qu'il est bien lancé. Le départ de Coves de cette deuxième étape, ça avait de la gueule. Ouais, C'est- magnifique. c'est- Toujours, en plus au près comme d'habitude pour sortir du Départ au soleil. squadron, un coup de canon. Voilà, les coups Et de puis canon, voilà, le Gilda qui soleil. nous a fait une petite revanche sur sa première étape qu'il avait vraiment ratée. Et ouais, ça devait être sympa à voir de le spectacle sur l'eau. Je pense que pour les Ouais, Anglais c'est qui étaient magnifique. très présents aussi Il y avait avec beaucoup de monde. Artemis, ouais. Voilà. Ah oui. voilà, ils sont dans le match, ils naviguent bien et je trouve que c'est sympa de voir ce match franco-anglais sur l'eau. Et encore un Anglais en tête du classement Bisu. Hein. Des bisous. Et Will Harris, Gilbert. juste devant Justine Métro, une Suissesse, Ouais. mais installée à Lorient. Gilbert, Ouais. par contre, difficile quand même pour la course de vivre au milieu de l'Euro de football, au milieu du Tour de France qui part Le samedi. Tour de France cycliste. Ouais, qui part samedi du Mont-Saint-Michel. Voilà, Jimmy, bah écoute, c'est pas une surprise. Hein. C'est vrai que c'est difficile, comme tu le dis, d'exister face à ce Euro de football qui suscite une sacrée vague bleue, face à ce monument du sport. Tu le suis un peu? Face Bah oui, on regarde un peu quand même le match de l'équipe Face- de France. Voilà, face à ce monument du sport, on le savait, on ne va pas redébattre sur le bien fondé ou non de faire courir la solitaire en juin. Armel nous en dira peut-être un mot. Ce qui est sûr, c'est que si cette mère de toutes les courses, cette classique que nous, on suit, comme tu dis Armel, heure par heure, elle est bien relayée sur le web, sur les réseaux sociaux. Elle peine forcément à exister un peu sur les grandes chaînes généralistes, mais heureusement qu'il y a quand même aussi les chaînes bretonnes, parce que Embrun, l'excellent magazine de Nicolas Reynaud, y a consacré une bonne partie de son numéro, donc sur TBO, TB Sud. Et puis, comme tu l'as souligné dans ton petit lancement, il y a une belle page voile dans le Télégramme, et il y en a encore beaucoup plus d'ailleurs sur le web, où il y a maintenant un site, grâce à mes successeurs, très actif. Dans le Figaro aussi une belle page. Alors, Figaro en juin, en août. Bah, les années, championnat d'Europe et aussi Jeux Olympiques, c'est pas simple Voilà, de c'est trouver une compliqué cette place année. pour le Figaro. Je crois qu'il y a En pas décembre, on va te le faire faire. Il y a eu un moment, un débat, en tout cas, un sondage qui a été fait au sein de la classe, dont je fais encore partie en tant que membre et propriétaire d'un bateau. C'est pas simple de trouver la meilleure solution. C'est vrai qu'au mois d'août, c'était pas mal parce qu'il y avait plus d'opportunités pour faire vivre l'événement dans les médias. Maintenant, c'est un moment où il y a aussi les ports ne sont pas forcément disponibles. Les villes ont du mal à laisser du temps à ce moment-là pour les courses. Bon, moi j'aimais bien le format au mois d'août. Je trouvais que c'était assez sympa. Les gens en vacances lisaient le Figaro ou maintenant sur Internet, prenaient du temps pour nous suivre. Voilà, je crois qu'il y a des choses peut-être à revoir, mais en tout cas, ceux qui aiment la voile et passionnés suivent la course, parce que maintenant, avec justement les classements tous les 5 minutes, on est vraiment pris dans la course. Les Jeux Olympiques, tu nous en as parlé tout à l'heure. Tu crois que la France peut vraiment faire une très belle moisson cette année? Alors moi, je suis persuadé, j'y crois en tout cas, parce qu'il y a une super ambiance. Il y a vraiment une dynamique tous ensemble, une cohésion de groupe, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a 4 ans. Et là, on sent qu'ils sont vraiment tous ensemble derrière toute l'équipe de France. Ils l'ont montré déjà sur les championnats du monde récemment, pour certains qui sont champions du monde en titre, champions d'Europe, qui ont démontré des bons résultats. Et je crois qu'on peut aller chercher, moi j'ai misé entre 4 et 5 médailles, et peut-être certaines en or. Donc on a vraiment une belle équipe pour faire beaucoup mieux qu'il y a 4 ans. Avant de vous lâcher, il faut vous faire naviguer cet été. Alors on va vous rappeler les belles épreuves. Hein. Si j'en oublie une ou deux, les gars, vous n'hésitez pas. Alors qu'est-ce qu'on a? On va démarrer par le Tour du Morbihan. Le Tour du Morbihan à la voile qui se fera au tout début du mois de juillet. Il sera suivi dans la foulée par la Grand Large. La Grand Large qui est vraiment un bel événement qui se fait maintenant autour de l'île parfaite. Tu peux pas la faire, toi. Tu n'as pas moyen de t'organiser pour la faire? Non. Donc ça, la Grand Large, ce sera le 8, le 9 et le 10 juillet. Le 11 juillet, dans la foulée, on aura le baptême du classe AC Test. On n'en a pas parlé, mais tu reviendras nous en parler, du groupe Ama Team France. Évidemment, il y a quelques régates de caravelle. La Caragolf la semaine prochaine. Voilà, à Sainte-Marine. à Sainte-Marine. Il y en aura une autre à Carantec. Voilà, Et je t'y retrouve au mois d'août en Carantec. Je voulais aussi parler évidemment du Tour du Finistère, qui est une belle course. Et vraiment, je vous invite à naviguer cet été. J'en ai certainement oublié quelques-unes, la Dream Cup, d'autres. Le National Corsair à Roscoff. Ah oui, Et j'y serai début août. Mais j'ai vu le bateau. Le bateau, il est magnifique. Ah, le bateau est prêt. Ouais. Gilbert. On se quitte jamais sans un ado, sans une refus au Café de la Marine. Et ça, il faut qu'il soit beau, Armel. Est-ce que tu y as pensé ou Bah moi, l'ado, c'est ta journée d'hier? Ouais,
Ouais, ma belle journée d'hier, mais voilà, si Au on golf, revient dans à le. l'Open de France. Voilà, en parlant de golf, justement, la Caravelle Golf la semaine prochaine à Sainte-Marine, où le format est très sympa. On régate le matin en caravelle et l'après-midi, on va faire un peu de golf et dans la bonne ambiance. Donc voilà. Gilbert. Eh bien, mon ado, c'est vraiment pour tous les marins qui nous ont fait l'amitié tous ces mois de venir au Café de la Marine. Pour ce public aussi qui est fidèle, parce que la cité, Merci mes amis. voilà, Merci mes on y amis. tient. Revenez souvent. Il y a un Et coup à puis- boire ce soir. Hein. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, qui ne sont pas en Bretagne, eh bien, qui nous suivent de loin et qui nous rejoignent sur Facebook. Bon, et moi, je voulais remercier les gens qui nous permettent de faire ce Café de la Marine, hein, que ce soit la Cité Avoine, que ce soit Lorient Aglo, que ce soit TB Sud, TB Ouest, TV Vendée, TV Bordeaux, TV Nantes, TV, enfin bref, toutes les TV de France en fait, Armel. Hein. Vous donnez rendez-vous au mois de septembre. Armel, interdiction de nettoyer ta voiture seule cet été. C'était la dernière de la saison du Café de la Marine. On vous embrasse. On remercie tous les gens qui nous aident à faire cette émission. On remercie particulièrement l'équipe de BSM Productions, Pierre Leclerc et tous ces gars. On vous aime, on vous embrasse. Rendez-vous 22 septembre prochain. Bye bye. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique. Il est passé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.